Alors, une banque centrale, là, si on regarde l'étymologie, revenons toujours à l'étymologie, elle est centrale parce que géographiquement, elle est installée au barycentre, au centre géographique de l'ensemble des banques qui concourent au système économique et financier à Londres au milieu du XVIIIe siècle. Et pourquoi on la met là? Parce qu'initialement, elle est censée être le gestionnaire du stock d'or. Et donc, en fait, on voit bien dès l'origine que le rôle de la banque centrale, c'est en prêtant une monnaie qui est protégée par son statut, l'or, aux banques, elle permet aux banques de créer et de maintenir la confiance qu'elles inspirent à leurs clients. Et notamment, elle leur permet de prêter, de gérer des dépôts, d'avoir toute cette activité monétaire et financière qui caractérise l'activité économique. Alors la Banque centrale maintenant, c'est trois choses essentiellement. C'est quelqu'un qui va gérer ce qu'on appelle le privilège d'émission, c'est-à-dire un type de monnaie qui va être reconnu par l'ensemble des acteurs économiques et qui concrètement et physiquement se traduit par des billets, les billets que nous utilisons. La deuxième chose, elle va être ce qu'on appelle un prêteur en dernière source, donc elle va, comme autrefois elle prêtait l'or que tout le monde lui avait confié, maintenant elle va prêter cette monnaie, ces billets, ou des droits autour de ces billets qui vont permettre aux banques de garantir à leurs clients que si jamais il y a un problème, ils pourront accéder à cette monnaie qui est protégée. Et puis la troisième chose, c'est aussi un régulateur de la profession bancaire d'un pays à l'autre. C'est elle qui va définir comment on devient banquier, qui a le droit d'être banquier. C'est elle qui va enregistrer et organiser la profession de banquier. Alors les liquidités, normalement, ce sont dans les instruments monétaires, les instruments dont disposent les particuliers, les entreprises, les ménages, ce qui peut être utilisé immédiatement pour réaliser un achat. Concrètement, le billet de banque de la Banque centrale est une liquidité. Le dépôt que l'on a auprès d'une banque est une liquidité, et très liquide, puisqu'on peut immédiatement le convertir en achat au travers d'une carte de crédit, au travers d'un chèque. En revanche, un compte sur un livret de caisse d'épargne, c'est moins liquide parce qu'il faut faire une opération. Alors maintenant, elle est très très simple, mais il faut faire une opération de transfert de l'argent de ce compte vers le compte courant ou vers une forme de billet. Et plus on s'éloigne du billet de la Banque centrale, moins on est liquide. Alors le taux d'intérêt, c'est le prix du temps. Donc le taux d'intérêt, c'est ce que demande un prêteur à l'emprunteur pour la somme qu'il lui met à disposition. C'est-à-dire il lui demande de rembourser la somme et après il lui demande, au-delà de cette somme, de verser une somme qui rémunère le service qu'il lui a donné en lui confiant du temps. Et c'est cette somme qui est l'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est le ratio entre l'intérêt qui va être demandé et la somme qui est initialement prêtée. Alors il y a plusieurs taux d'intérêt qui vont dépendre de la durée du prêt. C'est-à-dire on ne prête pas au même taux à 3 mois qu'à 10 ans. Et autrefois, il y avait ce qu'on appelait des rentes perpétuelles, c'est-à-dire qu'on prêtait aux États pour l'éternité des temps. Il y avait un taux qui était le taux normalement de référence, qui était le taux de la rente, qui était le taux auquel on prêtait à l'État. Alors les réserves obligatoires, c'est une technique de la politique monétaire où on demande aux banques, chaque fois qu'elles prêtent, qu'elles créent de la monnaie, puisque chaque fois qu'elles prêtent, elles créent de la monnaie. C'est le grand principe de la politique monétaire et de la logique monétaire, c'est les crédits font les dépôts. Et donc en anglais, ça se dit « loans make deposits », qui est une formule qu'on trouve dans tous les livres de l'économie anglo-saxon. Et donc à chaque fois qu'elle va prêter, on va lui demander de geler ou de verser dans ses comptes, de geler dans ses comptes ou de verser auprès de la Banque centrale une certaine somme pour qu'elle soit d'une certaine façon pénalisée chaque fois qu'elle prête à une entreprise ou un ménage. L'objectif, c'est d'inciter la banque à réfléchir sur la nature du prêt qu'elle consent. C'est-à-dire que c'est de limiter son enthousiasme et de lui dire « réfléchissez avant de prêter à tel ou tel individu, ne prêtez qu'à bon escient ». Puisqu'encore une fois, l'inflation sous forme de hausse des prix, ce n'est pas quand la banque prête, c'est quand la banque prête à mauvais escient. Donc la Banque centrale, fondamentalement, normalement, quand on regarde les statuts des banques centrales, la première mission qu'on lui confie, c'est d'assurer la stabilité des prix. Et elle assure la stabilité des prix en contrôlant indirectement l'action des banques, c'est-à-dire en vérifiant, en contraignant, en organisant
les prêts consentis par les banques de façon à ce que ces prêts soient réalisés, ces crédits soient réalisés à bon escient. Et puis alors, au fil du temps, on a rajouté cette idée qu'il ne fallait pas que les contraintes imposées aux banques les empêchent de fonctionner, qu'il fallait qu'il y ait une dynamique économique qui soit respectée. Et donc en général, on leur demande de préserver la stabilité des prix tout en garantissant la croissance économique. Alors elles ont des missions divergentes, oui et non. D'abord, quand on regarde historiquement, les banques centrales avaient été créées pour prêter très directement aux États, c'est-à-dire pour garantir la dette publique. Et ce n'est qu'à partir de la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, qu'on a changé leur nature et qu'on les a mises au centre de la banque, au centre du système bancaire, avec une fonction de stabilité des prix associée à la croissance. Il y a d'ailleurs des nostalgiques de la période où la Banque centrale était la banque de l'État et créait de la monnaie, imprimait de la monnaie, de la politique des assignats sur la création de monnaie et le financement par la Banque centrale de l'État. Alors, quand on regarde donc la BCE et la Réserve fédérale, elles sont toutes les deux associées à cette idée de stabilité des prix, de refinancement de l'économie par l'intermédiaire des banques, de laisser aux banques privées commerciales le soin de faire les crédits et de créer de la monnaie. La seule différence, en fait, c'est moins le rapport à la croissance, que l'on met assez souvent en avant, que le fait que la loi de 78 aux États-Unis, qui redéfinit le statut de la Réserve fédérale, lui donne aussi comme objectif d'avoir des taux d'intérêt les plus bas possibles. Des taux d'intérêt à long terme les plus bas possibles, dans cette idée que si la Banque centrale n'est pas là pour refinancer l'État, n'est plus là pour refinancer l'État, elle est là au moins pour faire en sorte que quand l'État se finance, ça lui coûte le moins cher possible. Or ça n'existe pas dans les statuts de la Banque centrale européenne. Alors, le débat, on en revient au débat entre les économistes, est-ce que qui a raison, qui a tort? Concrètement, lorsque la Banque centrale américaine doit faire en sorte que les taux d'intérêt soient les plus bas possibles, ça veut dire que l'on considère que l'État doit pouvoir emprunter des sommes relativement importantes, relativement significatives, pour soutenir l'activité économique. Donc il y a cette idée que l'État détient par la politique budgétaire la capacité à relancer la croissance économique. Dans la réflexion des Européens, singulièrement des Allemands, mais qui est partagée normalement par les gens qui ont signé les mêmes traités qu'eux, il y a cette idée que l'État n'est pas là pour relancer la croissance économique, mais pour lisser le cycle économique. C'est-à-dire qu'il y a une croissance de long terme, une croissance tendancielle, une croissance potentielle qui en fait échappe à l'État, qui elle est liée au progrès technique, à la dynamique démographique, et que l'État il est là pour amortir le cycle. Il y a des périodes de récession et donc là l'État laisse filer son déficit, il y a des périodes d'accélération de la croissance et là l'État en profite pour améliorer sa situation et notamment réduire sa dette. Et donc à ce moment-là, l'enjeu des taux d'intérêt est moins important pour l'État puisqu'il passe de périodes de déficit à des périodes d'excédent. Alors que ça veut dire que concrètement là aussi que l'État européen est censé être moins actif que l'État américain pour une raison simple, c'est que l'État européen, l'État vu par les Européens, a une efficacité réduite, alors qu'il y a toujours un espoir chez les Américains que finalement l'État, par son déficit, véritablement est capable de faire de la croissance.